Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Eden TV Diaspora FM pour ce numéro de dimanche politique. Dimanche politique reçoit pour vous, pour le compte de ce numéro, une personnalité avant que James William Gbagidi ne lève un coin de voile sur cette personnalité. Retenez que nous allons aborder avec elle plusieurs sujets d'actualité. D'abord, son actualité, l'actualité de son parti politique, puisque avant les élections de 2011, sa formation politique était sur le terrain, pour rencontrer des jeunes, pour prôner les valeurs de la nation. Je ne parlerai pas tout de suite du nom de ce parti politique, puisque James William Gbagidi va s'en charger dans tout à l'heure. Il fait partie de cette coalition au pouvoir. Pourquoi la désignation du dauphin du chef de l'État, Tadati Tetel? Voilà, on est à 3 mois à peine de la présidentielle de 2006 et on ne connaît toujours pas le dauphin du chef de l'État. Cette personnalité va essayer d'apporter quelques éléments de réponse dans cette émission. On va aborder avec notre invité les candidatures annoncées pour le compte des prochaines élections présidentielles. Déjà une multitude de manifestations, d'intentions de candidature. Il va essayer d'apporter des éléments de réponse dans cette émission, notamment l'ambiance préélectorale, les dernières décisions rendues publiques par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC et le fonctionnement de cette institution, notamment les conditions de travail des conseillers, notamment qui ont observé des mouvements de débrayage pour réclamer un certain nombre d'avantages ces dernières semaines. Notre invité connaît bien la maison. On parlera également de la SONACOP, la pénurie du carburant dans les stations-service que nous observons depuis quelques jours. On prendra également, quand il viendra le moment de boucler cette émission, on prendra son avis sur l'attentat de Paris, la situation qui prévaut actuellement à Paris. Mais avant, la situation du marché d'Antokba, vous savez, une bonne partie du marché a été emporté par les feux, plongeant ainsi une centaine d'opérateurs économiques dans la détresse. Le chef de l'État a posé la première pierre. On reviendra sur cette situation. Et vous savez, le Bénin est endeuillé. Le 12 prochain, les obsèques du général Mathieu Kérékou auront lieu. Celui que nous recevons est l'un des proches du général Mathieu Kérékou. James William Gbagidi est sur ce plateau avec nous. Bonjour Tranquillin Arcade Benotin, bonjour aux amis téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs de Diaspora FM. Pour donc le compte de ce numéro de Dimanche politique, nous allons recevoir un homme qui est né le 5 avril 1969. S'il devait être candidat à la présidentielle de 2016, il est qualifié d'office du côté de les géographes de formation, mais également aujourd'hui il est qualiticien, master en management de la qualité, révélé sous le président Mathieu Kérékou. Il s'était déjà montré sous Nicéphore Soglo, mais révélé plus sous le président Mathieu Kérékou, dont il fut donc, comme le disait Tranquillin Akad Benotin, l'un des fervents partisans de la catégorie jeune. Il est passé à l'opposition aux premières heures du régime Boni-Yayi et il apportera son soutien à maître Adrien Oumbédi à l'occasion de la présidentielle de 2011, mais après la victoire de l'actuel président de la République, il change d'option politique et rejoint la grande famille présidentielle dont il sera, durant ces dernières années, l'un des plus attitrés défenseurs, l'un des partisans les plus actifs. Conseiller du chef de l'État dans le domaine du contrôle et du suivi des projets pendant un certain temps. Il est l'actuel directeur général de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Vous avez sans doute deviné que nous recevons pour vous aujourd'hui Irénée Agossa, président du parti Le Nationaliste. Irénée Agossa, bonjour et merci d'accepter notre invitation, quoique tardive. C'est à moi toujours de vous remercier parce que c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous puisqu'on se connaissait chacun et le plaisir serait toujours renouvelé dès que vous allez me faire appel pour que je vienne ici défendre mon point de vue. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous ceux qui ont initié, bien sûr, cet instrument important pour la démocratie béninoise, cette télévision, et féliciter d'abord les responsables pour un cadre aussi beau, aussi majestique et qui soit, et qui certainement va encore apporter un plus au débat dans notre pays.
Nous espérons donc satisfaire ce besoin de faire la part à tout un chacun, à toutes les sensibilités politiques donc pour le débat national. Ici, nous allons commencer donc à parler de cette actualité. Le président Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou, il est décédé, c'était le 14 octobre dernier. Ce fut pour vous un modèle sans doute, puisque vous avez été parmi ses plus fervents partisans lors de ces deux derniers mandats, de ces mandats durant la période démocratique. Que dites-vous, que pensez-vous, que dites-vous maintenant que Mathieu Tchabé-Tchad Kérékou n'est plus et que les obsèques sont désormais programmées? Oui, je crois que le nationaliste l'a déjà dit dans un communiqué de presse, nous l'avons précisé que pour caractériser Kérékou, il faut le prendre pour le plus nationaliste des Béninois de son époque. Il n'y a pas deux mots pour le dire, parce que tout ce qu'il a fait, c'est dans le cadre de cette conviction qu'il a pour sa nation. D'abord la révolution, la démocratie et l'humilité qui le caractérise, sa volonté de voir son peuple évoluer dans la paix, dans la cohésion, l'unité nationale, etc., montre que nous avons le plus indiqué pour être le symbole du nationalisme. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous, qui sommes nationalistes, nous avons, puisque notre parti, c'est le nationaliste, nous avons déjà dit et proposé que cet homme soit immortalisé à travers le nom que nous devons donner au stade de l'amitié et qui désormais, dès qu'on va vouloir jouer sur le plan national et international, qu'on évoque toujours ce nom, c'est-à-dire le stade Mathieu Kérékou. Et nous devons le faire comme le général de Gaulle est en France. Partout où vous passez, donc les grandes rues, les grandes artères de Nati Tengou doivent être baptisées avenue Mathieu Kérékou. À Parakou, nous devons avoir l'avenue Mathieu Kérékou. À Cotonou, nous devons avoir l'avenue Mathieu Kérékou, juste pour pouvoir rappeler ce sens de patriotisme, des honneurs que l'homme doit avoir quand on se met sur une voie pareille pour défendre son peuple. Kérékou, on peut tout dire, c'est le nationaliste convaincu. Convaincu tellement qu'il est mort chez lui. Convaincu tellement qu'il croit tellement en cette terre. Convaincu tellement que vous rappelez-vous de ce slogan, comptons sur nos propres forces. Convaincu tellement qu'il n'a pas pu, lui, accepter, monter son orgueil face à la volonté du peuple. Il a dit pardon. Il a dit, je suis prêt à m'éclipser. Si c'est la volonté du peuple, je suis prêt à tout. Rappelez-vous même face à la presse, et quand on se moquait de lui, il a répété, si c'est pour manger, si cela peut vous servir à régler le problème du chômage, continuez à m'injurier. Alors, je peux vous dire que le général Kérékou, c'est quelqu'un qui nous a montré la voie de l'amour pour notre nation, du patriotisme, de celui qui compte encore sur un Bénin qui peut se relever à travers lui-même, celui qui compte sur une Afrique qui peut se constituer à travers ses valeurs, celui qui compte sur les Béninois. Et rien que les Béninois, tout en disant, nous pouvons être en cohésion avec la sous-région, en cohésion avec l'international, les forces internationales, et permettre à ce que notre pays puisse émerger. Pour nous, c'est une référence. Une référence est que, c'est certain, si ce n'est pas fait aujourd'hui, l'histoire retiendra. Nous allons le faire quand nous serons au pouvoir. Faire de Mathieu Kérékou le général de Gaulle de la nation. La nation n'a pas encore fini de pleurer celui que vous présentez comme étant le premier nationaliste de son temps, bien convaincu. C'est dans cette ambiance-là que les Béninois, les commerçants du marché d'Antokwa ont vu leurs marchandises, des millions de francs CFA emportés par des fumées, alors bien même que dans l'un des rapports d'une business, il avait été demandé au gouvernement de protéger les PME. Ce qui est arrivé au marché d'Antokwa, pourrait-on l'éviter? Oui, ce qui est arrivé au marché d'Antokwa, on pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter comme, puisque la cause ici, il faut aller la chercher. Il ne s'agit pas d'indiquer simplement qu'il y a eu incendie, parce que dès qu'il y a incendie ou bien dès qu'il y a eu de ces genres de choses, on va chercher la cause. Et quand on trouve la cause, on prend par tous les moyens pour que plus jamais cela ne se produise. Hein, ce transport illégal et non accepté hein, des produits pétroliers doit être réglementé. Et je pense que c'est tout à fait normal que
des mesures soient prises par le chef de l'État dans le cadre, bien sûr, de la réglementation encore plus approfondie de ce secteur-là. Parce que, vous savez, c'est le transport de ce produit qui est réglementé et qui ne se fait pas de la façon dont vous voyez là. C'est un produit dangereux qu'on transporte dans des conditions spécifiques, bien indiquées par la loi, bien indiquées par les tests, mais quelques individus, bien sûr, hors la loi, se permettent de le faire au vu et au su de tout le monde. C'est ça qu'il faut d'abord condamner. Il faut le condamner et vraiment permettre à ce que l'autorité ait le soutien populaire pour empêcher de tels drames. Mais je constate aujourd'hui qu'on a laissé totalement cet effet, cette cause, et on s'occupe seulement de l'effet. On s'occupe de l'effet, c'est pas normal. On ne transporte aucun produit de ce genre dans aucun pays de cette manière. D'indiquez-moi un seul pays dans lequel quelqu'un peut prendre un camion et commence par mettre du carburant et circuler librement à travers la ville. Vous vous imaginez qu'il allait cogner une station. Vous savez ce que ça peut ça peut avoir? Il allait cogner une station-service, station d'essence. Vous savez ce que ça peut créer? C'est plus que tout ce que vous avez vu comme dégâts pour les attentats aujourd'hui en France. Et quand ça s'est passé à Accra, il a fallu l'intervention, bien sûr, des forces étrangères, des sapeurs-pompiers étrangers pour pouvoir régler le problème. Nous sommes dans une situation catastrophique de gestion, bien sûr, de ce secteur. Nous allons en venir tout à l'heure en ce qui concerne la Sonacop, qui crée des problèmes partout. Moi, j'appelle un virus dangereux et qui a commencé depuis des temps à créer des dégâts et qu'il faut maintenant prendre conscience et prendre des mesures. Bien sûr, Dantokpa pouvait être évité parce qu'on pouvait empêcher cette cause de produire l'effet là. Donc ça peut être évité. Donc on peut l'éviter. Mais nous sommes tous complices. Vous garez tous de façon sans problème au bord de la voie pour prendre de l'essence frelatée. Vous le faites partout. Tout le monde est dans un système anti-républicain, hors la loi. Et quand l'effet se produit, on commence par se regarder en face comme si, en réalité, on ne savait pas que cela pouvait se produire. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit mettre l'accent sur la cause de ce drame. Aujourd'hui en France, on est en train de chercher la cause de ce qui a créé cela. Il faut que dans notre pays, on cesse avec tout le discours sur les faits et laisser la cause, et la cause va reproduire les mêmes effets. Donc on pouvait l'éviter. Mais en ce qui concerne ce qui s'est passé, il faut déplorer les dégâts. C'est tout à fait normal. Surtout que nous sommes dans un contexte où toute cette marchandise toutes ces marchandises ne sont pas du tout assurées. C'est là le drame. Nous avons des milliards qui circulent dans un secteur important. Et aucune disposition n'a été prise pour que ces marchandises soient assurées. Assurées, bien sûr, par des sociétés d'assurance et qui permettent à ce qu'en cas de sinistre de ce genre, que les gens soient dédommagés à la hauteur, bien sûr, de ce qu'ils ont mis. Donc, il faut déplorer ça. Nous déplorons sérieusement parce que c'est une partie de notre économie qui part. C'est une partie de notre économie qui part. Et là, il faut encourager et féliciter le chef de l'État qui a compris rapidement qu'il faille prendre toutes les dispositions pour remettre en place ce côté du marché d'Antokpa. Et justement, permettre à ce que cela soit plus actif. Et je crois que dans la lancée, bien sûr, de ces réformes internes au niveau du marché, il va falloir que des dispositions sécuritaires soient prises pour rassurer les sociétés d'assurance et permettre à tout un chacun, dans le marché d'Antokpa, qu'il soit assuré. Et au cas où il y aura ces sinistres, inondations, feux, tout ce qu'il peut y avoir, qu'on s'adresse normalement à une société d'assurance qui puisse alors régler les problèmes dans les normes qu'il faut dans un système économique normal. Justement, Irénée Agossa, est-ce qu'il était nécessaire de faire la pose d'une première pierre pour reconstruire ce pan du marché d'Antokpa qui devrait l'être en 2 mois selon le chef de l'État? Évidemment, il faut le faire. Il faut le faire pour montrer la volonté du chef de l'État à pouvoir s'intéresser à un secteur important du maillon économique de notre pays. Si vous savez ce que N'Antokpa brasse par jour et ce que ça apporte pour le pays par jour, vous n'allez pas minimiser les multiples descentes du chef de l'État sur le terrain. C'est important, c'est capital. Ici, on ne s'occupe pas de cette volonté du chef ou bien de l'autorité à marquer bien sûr l'importance d'une action à
à travers sa présence, mais on se met à critiquer, évidemment, à voir que le chef avait peut-être autre chose à faire, etc. Dans la programmation, dans la vision du chef, le secteur économique et surtout la partie distribution et vente, etc., qui concerne bien sûr la classe moyenne et les petits gens, cette partie est capitale dans son programme. Il a mis l'accent là-dessus, il est revenu une fois, il veut rassurer ces milliers de Béninois qui sont liés à ce secteur en leur disant, dans 2 mois, vous allez pouvoir retrouver tout au moins le cadre physique et permettre à ce que, à partir de certaines dispositions, vous allez reprendre vos activités. C'est un espoir. C'est parce que vous n'êtes pas dans le secteur, vous n'êtes pas dedans, que vous vous imaginez que c'est simple. Mais quand vous êtes, vous, concerné et que vous êtes à la maison et vous constatez à la télé que le chef de l'État, le premier responsable du pays, est allé vous rassurer que dans 2 mois, vous aurez l'opportunité de reprendre position dans un marché où vous étiez depuis des années, vous allez avoir un soulagement. C'est une marque de sympathie et d'encouragement, de participation à la douleur de ceux qui, en fait, étaient dans le milieu. Monsieur Irina Gossa, vous considérez que la pose de cette première pierre, elle est vraiment importante. En quoi elle est importante? Puisque ça fait déjà plus de 9 ans qu'on parle de la reconstruction du marché d'Antokwa. Est-ce qu'on devrait attendre cet événement malheureux pour déclencher d'autres activités à Dantokwa? Et je l'ai dit également dans mon introduction que Doing Business avait déjà demandé qu'on protège les PME. Qu'est-ce que l'État a fait pour protéger les installations des commerçants de marché d'Antokwa? Parce qu'on ne l'a pas protégé et qu'il y a eu cet incident, alors il fallait continuer, comme vous le dites, à ne pas le protéger. Non, je crois que c'est normal que ça se fasse. Doing Business a voulu. Le chef d'État marque maintenant sa volonté de le faire. En quoi ça gêne? Dites-moi en quoi ça gêne. En quoi ça peut gêner? Parce que un homme dans sa vie, il a eu tardivement de femmes et tardivement d'enfants, il a eu des problèmes avec le premier accouchement. Vous lui interdisez d'aller faire baptême, d'être heureux, parce qu'on lui avait dit en temps, il faut avoir d'enfants, il n'a pas eu, maintenant il a 55 ans, et c'est trop. Écoutez, l'important ici, c'est d'apporter un soulagement à ceux qui sont victimes. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Et ça, personne ne peut dit que le chef d'État ne l'a pas fait. Il faut apporter un soutien aux victimes. Il les a reçus. Il repart sur le terrain. Il ne dit pas que c'est la fin de mon mandat et que j'abandonne tout ça. C'est un homme qui sait que les derniers mètres font gagner l'athlète et que les dernières minutes font gagner toujours un match. C'est clair. Il se donne, et par amour pour son pays, parce qu'il pouvait dire, écoutez, le prochain président dans 4 mois, il n'a qu'à s'en occuper. Mais il dit, je le ferai dans 2 mois. C'est bien sûr aller dans le sens vous êtes de ce que vous êtes optimiste qu'on va finir de reconstruire cette partie de marché d'Antokwa en 2 mois? Je suis optimiste qu'on le fasse dans 1 mois. Je serai optimiste qu'on le fasse dans 1 semaine. Parce que j'aime mon pays. Et pourquoi moi, on me dira 2 mois et je serai pessimiste pour dire que ça serait 6 mois. Or, on m'a appris et on m'a enseigné sur le chemin de la réussite que c'est la foi qui fait gagner. La foi en quelque chose. Et pourquoi les Béninois veulent perdre cette foi? Moi, j'ai foi en tout. Et je crois que ma première réaction en venant ici, c'est de vous féliciter. Crois en ce que vous faites ici, pour que cette télé devienne une grande télé. Mais pourquoi je viendrai ici pour dire, mais merde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans très peu de temps, comme le disent les Béninois, oh, ils vont chuter maintenant, tout cela va disparaître par simple méchanceté gratuite. Moi, je ne vais pas. Moi, je suis dans l'espoir que ça va prendre. Le chef d'État a dit 2 mois. Je crois qu'ils feront tout. Et quand moi, j'étais au contrôle des projets, je sais ce qu'il fait. Il fera tout pour que 2 mois soit peut-être encore 1 mois. Et ça sera pour le soulagement de ceux qui sont là, et de tous les clients qui viennent là, et de tous les Béninois. Alors pourquoi je serais pessimiste pour penser à 6 mois, 1 an? Et puisque le chef de l'État, malgré la fin de son mandat, a œuvré pour que ça soit 2 mois, je suis sûr qu'il se battra pour que cela soit fait, pour un amour du pays. Et c'est ça, un homme d'État. Irina Gossa, nous allons parler de votre actualité maintenant. Nous allons nous rendre compte, vous êtes président du parti Le Nationaliste. Comment se porte votre parti et quelle place occupe-t-il, sans langue de bois, s'il vous plaît, dans la grande famille présidentielle au sein ou aux côtés des forces Corée pour un Bénin émergent? Oui, notre parti n'est pas encore parmi les grands partis, il faut le comprendre. Nous n'avons que quelques élus locaux sur la liste FCBE, à Cotonou comme dans ces. Vous en avez combien au total déjà? Non, nous en avons moins d'une dizaine.
et ça c'est confondu dans la liste FCBE. Donc ce n'est pas un grand parti encore, ça il faut le dire, en tenant compte bien sûr de la représentativité des partis politiques au niveau des postes électifs, si on va se comparer. Mais nous sommes un grand parti à partir des idées. Nous sommes un grand parti à partir de la vision, de la conviction que nous pouvons avoir pour un pays. Et c'est ça ce qui est important. Vous n'allez pas voir ici le nationaliste parler sans faire des propositions concrètes, sans avoir une visibilité nette dans chaque secteur de notre pays. Nous sommes vraiment là un grand parti. Un parti qui est né et qui continue bien sûr de faire preuve de sa capacité d'animer le débat politique national. Et qui en son sein forme des jeunes qui sont capables de tenir comme je suis en train de le faire, d'avoir une visibilité claire, des gens qui savent que développer un pays commence d'abord par aimer sa nation. Aimer sa nation. Donc ce parti tient, nous sommes là, et je pense que nous avons notre visibilité, et je peux vous rassurer que nous sommes autour du président Boni-Yayi, et que nous sommes membres de la majorité présidentielle, et nous espérons que bien sûr, que notre temps s'approche, parce que notre ambition est de gérer ce pays au haut niveau. Car nous en avons les compétences et nous avons les hommes pour le faire. Seulement, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre présidentiel, nous sommes en train d'apprendre. J'ai appris beaucoup en étant au palais auprès du chef de l'État. J'apprends encore beaucoup au niveau de la Sonacop où je gère une entreprise en difficulté. Et je crois que cette expérience accumulée apporte beaucoup et apportera encore plus beaucoup à ce parti politique. Parce que sans vous mentir, je suis à la tête d'une société qui est en pièce détention à une banque et que je compare bien sûr à notre pays qui est en pièce détention vis-à-vis du Fonds monétaire national et de la Banque mondiale. Donc alors si je réussis mon pari à partir bien sûr de la Sonacop, je suis certain que notre parti aura tout ce qu'il faut pour faire face à la résolution des problèmes du pays dans le cadre du chômage, dans le cadre de la croissance, dans le cadre de la mise en place des infrastructures, dans le cadre de la sécurité, dans le cadre du management global de la nation. Nous avons alors des potentialités. Mais pour nous comparer à d'autres aujourd'hui, on peut dire que nous ne sommes pas encore parmi les grands partis du Bénin. On reviendra sur votre gestion à la tête de la Sonacop. Pouvez-vous revenir pour nous dire, en tout cas revenir sur les motivations de votre décision de soutenir les idéaux du chef de l'État alors que vous avez tout le temps milité dans l'opposition? D'accord, il faut vous dire que le chef de l'État est un homme, je pense, d'espèce rare dans notre pays. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Vous le pensez aujourd'hui? Je le pense tout à fait normalement parce que je suis le témoin de ce qu'il est. Parmi les autres, je ne vois pas encore qui peut agir comme le chef de l'État. En ce qui concerne bien sûr le choix des cadres. Vous l'avez dit, je n'ai pas fait campagne pour le chef de l'État. Mais le chef de l'État m'a repéré. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine compétence. Parce qu'il aime son pays. Il ne dit pas, il n'est pas de mon parti, il n'est pas de mon sillage, il n'est pas de ceux qui m'ont soutenu, donc je n'ai pas besoin de lui. N'était-ce pas pour affaiblir plutôt l'opposition? Attendez, c'est une preuve au moins. C'est une preuve au moins. C'est une preuve que le chef de l'État n'est pas quelqu'un lié à un système partisan sectaire qui empêche l'ouverture vers les autres. Il n'est pas lié à ça. Il est ouvert et il veut que tous ceux qui ont eu des idées contraires à ce qu'il pensait et qui pensent qu'ils peuvent apporter un plus viennent vers lui. Je suis la preuve de ça. Et je peux vous dire que j'ai fait l'option du chef de l'État pour une simple raison. Parce que dans sa vision de développement, on s'est retrouvé sur un point que j'ai défendu normalement. Je vous ai dit, et dans le programme de la vision du nationalisme, c'est tout à fait clair, on ne peut pas développer ce pays sans que nous ne revenons sur certains aspects fondamentaux de notre loi. J'ai dit, et j'ai dit dans mon programme déjà, qu'il faut réviser la Constitution. Pas au niveau de l'âge, ni au niveau du mandat. Le chef de l'État a fait une option courageuse en parlant de la révision de cette Constitution qui entre dans l'esprit d'une réforme fondamentale de notre système démocratique, qui règle les problèmes d'injustice et qui ramène le pays dans le sens du contrôle permanent de son système économique et qui permet à ce que l'impunité soit bannie et permettre à chacun de nous de bénéficier de ce que nous travaillons, nous faisons dans le pays, alors mais pourquoi ne pas le soutenir? Et je n'ai pas pris par une nomination pour commencer. J'ai pris rapidement mon bateau de pèlerin avec mon équipe
pour soutenir la révision de la Constitution. Aujourd'hui, j'ai raison. J'ai totalement raison parce que Diogbenou est président aujourd'hui de la Commission des lois. Pourquoi n'a-t-il pas rappelé encore cette loi pour que leur majorité rejette cette révision de Constitution? Mieux, ils sont avec un candidat, soi-disant, aujourd'hui, après avoir banalisé les institutions de la République, revenir dire qu'il faut modifier cette Constitution sur les points essentiels, tels que l'âge, tels que le mandat, pour dire, prétester qu'eux, ils veulent faire un mandat. C'est leur candidat, Talon, après avoir détruit la République, après avoir menti au peuple pour être au Parlement. Parce que c'est un mensonge. Ils ont la majorité. Ils peuvent revenir pour montrer que vous pouvez prouver, c'est un mensonge. Vous pouvez prouver qu'ils ont menti pour être Ils ont menti. Ils ont menti. Vous allez voir. Aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent encore? Vous avez vu Candide encore, etc. Où est-ce qu'il est? Pourquoi vous vous en prenez à eux? Je m'en prends à eux parce qu'ils ont menti au peuple. Il faut les dénoncer. Ils ont menti en disant que le président voulait revenir au pouvoir. Il veut faire ça, etc. Et quand vous dites ça et que la loi était aussi mauvaise, votre première action au Parlement, c'est de faire venir cette loi et de la faire repartir du Parlement et reprendre la procédure qu'ils avaient à laquelle ils ont pensé. Vous dites qu'il faut consulter, il faut faire ça, etc. On n'a pas le droit d'y être, etc. Ils ont peut-être estimé que ce n'est pas le moment parce qu'il vient d'arriver à la semaine nationale il n'y a pas longtemps. Ils ont un candidat, soi-disant, oui, hein, un candidat qui vient, qui dit, bien sûr, que lui veut réviser la Constitution. Et en prenant quoi en compte? On parlera Attendez, en prenant quoi en compte cette fois-ci? Le point qu'eux, ils condamnent, disant qu'il faut maintenant modifier le mandat et permettre à ceux-là, ces prédateurs professionnels de notre système économique, de venir mettre dans notre pays un système de dictature, de mafieux. C'est ça ce qu'ils sont. Et ils sont, bien sûr, les vecteurs potentiels de cela. Il faut les dénoncer. Nous n'avons aucune peur à les dire. Mais c'est pour vous dire simplement que cette conviction du chef de l'État, je reviens sur le sujet, cette conviction du chef de l'État à modifier la Constitution dans le sens républicain, en ne voulant jamais reprendre le pouvoir sur la Constitution. Dans le sens républicain, c'est votre avis, ce n'est pas l'avis des autres, parce qu'on a estimé à un moment donné que c'est leur avis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu retirer la loi du Parlement, malgré qu'ils soient majoritaires. Ils sont majoritaires. Ils peuvent retirer la loi. Il n'est pas encore tard, ils peuvent le faire à tout moment. Mais ça serait leur première action parce que vous dites, Talon dit partout que c'est parce qu'il a refusé la révision. La priorité. Attendez, qu'il a refusé la révision de la Constitution, qu'il est en exil. Oh, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi le spectre de Talon vous hante beaucoup? Non, ce n'est pas le spectre de Talon. Moi, je ne veux pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, puisque c'est une chaîne. C'est une action montée en collaboration avec une certaine presse. Oui, malheureusement, qui a monté la mayonnaise et créé un système anti-Yahi, dans le sens, bien sûr, de la méchanceté gratuite du Béninois, pour prouver qu'on est en train de mener une lutte pour les libertés. Ce qui est totalement faux. Si c'était des luttes pour des libertés et que vous venez au Parlement, la première des choses, c'est que vous retirez ce système qui empêche les libertés, puisque c'est votre droit. Et vous revenez sur un nouveau système. Non seulement ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont en train de soutenir honteusement un candidat aujourd'hui qui vient sur la modification du mandat. Je peux vous dire que ceux-là ne sont pas corrects, ils ont menti au peuple. Et comme ils ont menti tout le temps, ils vont subir ça dans les élections d'après peu de temps. Pour le moment, moi, je reviens sur la question. Alors, ma conviction, je vous dis que j'avais raison. J'avais raison parce qu'ils ont menti. Parce que ma conviction et la conviction du nationalisme, c'est de pouvoir apporter des réformes, une mutation profonde dans le cadre de la gestion de notre pays. On ne peut pas le faire sans, bien sûr, toucher à la Constitution. Exemple simplement. Vous volez aujourd'hui, on vous prend, on vous enferme. Le maire vole aujourd'hui, il va directement devant le tribunal, on peut l'enfermer. Le ministre se trouve dans une situation compliquée, qui n'est pas un élu du peuple. Le ministre n'est pas un élu du peuple. Il est nommé. Le ministre est couvert par cette Constitution. Le maire qui est un élu n'est pas couvert par la Constitution. Quand il vole, on le prend. Mais le ministre qui est nommé, quand lui vole, il est pris en compte par la Constitution. Vous savez pourquoi? Juste parce qu'à la conférence nationale, il y avait des ministres dans la salle. On voulait protéger le système des ministres. Il n'y avait pas encore l'élection, le principe des maires. Donc, c'est des systèmes où ils se sont protégés. Et là, on ne peut pas continuer. Est-ce que ça encourage
que le maire ait la capacité d'être en prison en tant qu'élu. Il y a un des vôtres aussi que vous avez essayé de protéger à l'Assemblée nationale. Et que vous voyez un ministre qui ne peut pas être mis devant la justice parce qu'on a pensé qu'il est impliqué dans tel dossier, on ne peut même pas, le Parlement le bloque. Vous êtes en train de... Donc c'est pour vous dire, avant de venir sur votre question, pour dire que ces irrégularités, ces injustices qui sont dans notre Constitution et qui empêchent bien sûr l'autre d'être motivé et de se battre pour le pays et qui encouragent le système de corruption doit être corrigé. Il y a beaucoup de choses. Le contrôle fiscal, le contrôle de l'action de l'État, ce n'est pas au Parlement. C'est par, je veux dire toujours, c'est par la Cour des comptes. Ce n'est pas la Chambre des comptes. Aller partout. Aujourd'hui, l'instrument pour contrôler la gestion de l'État, même du Parlement aussi, c'est la Cour des comptes. Mais pourquoi peut-on refuser cela? Parce qu'on ne veut pas du développement de son pays. Parce qu'on veut mentir. Parce qu'on veut détruire les institutions de l'État. C'est ça ce que j'ai dit. Et moi, j'ai trouvé que c'est raisonnable, même si j'avais voté contre cet homme, et qu'il a fait un choix audacieux de ce genre, de le suivre et de le défendre. Et qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Il n'a fait que m'appeler. Monsieur Riner, il a fait que m'appeler et prouver bien sûr que désormais, le Bénin peut se construire sur la base de l'intégration de toutes ses compétences. Yayi Boni est une exception dans ce domaine. Je sais bien de quoi je parle, je sais bien de qui je parle, je sais bien de ceux dont je parle qui sont en face et qui sont de l'autre côté. Aucun d'eux ne pourra le faire. Aucun d'eux. Monsieur Irudia Agossa, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propositions, c'est sûr qu'on reviendra sur vos propositions concernant la loi fondamentale. Vous allez parler de la protection des ministres. Quel ressenti vous avez eu lorsque les députés de votre coalition politique ont refusé de lever l'immunité parlementaire du député? Est-ce que c'est les députés c'est ce que je ne comprends pas au niveau de la presse. Quelle est la structure majoritaire au Parlement? À l'occasion de ce vote, attendez. la majorité a changé de camp. La majorité a changé de camp parce que ceux de l'opposition ne sont pas convaincus qu'ils sont de l'opposition. C'est tout à fait simple. Ils sont de l'opposition. Voyez, dans un pays comme le nôtre, dans un tel dossier, attendez, quel était votre ils ont ressenti? dit que eux, quand ils vont au Parlement, c'est pour lutter contre la corruption. C'est pour faire ça, etc. Ils ont le président du Parlement. Ils ont tout. Et maintenant, le chef de l'État leur donne l'opportunité de voter contre un de ses ministres. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et demande en même temps aux siens de ne pas voter contre ce Attendez, non, même je supposons. Bravo. On ne va pas supposer, c'est la lecture qu'on a du vote. Bravo, je suis dans votre hypothèse. Je reste exactement dans votre hypothèse. Il dit en même temps aux siens, votez contre. Mais et les autres, ils sont minoritaires. Les autres qui sont contre lui. Écoutez, eux, ils n'ont qu'à s'entendre et voter. Il faut que le monsieur passe devant la haute cour. Je reste même dans votre hypothèse. C'est quand le chef d'État, sa majorité serait majoritaire au Parlement que votre hypothèse est vraie. Parce qu'il peut dire, allez voter contre, et dire, lui, je le fais passer devant la haute cour. Puisqu'il est majoritaire, il va là-bas, les gens vont voter contre. Mais maintenant, il est minoritaire. Même s'il donne l'instruction, allez voter contre, mais simplement ceux de la majorité, nos cas se réunissent simplement, ils vont voter, ils vont aller et déjouer le coup du chef de l'État. C'est pas simple. Mais au premier coup de ces opposants, pour qu'ils montrent qu'eux, ils avaient une conviction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encouragé ceux qu'ils sont eux-mêmes. Ceux qui sont eux-mêmes. Faut-il imputer cela à tous les députés de l'opposition alors que ce ne sont que quelques-uns qui ont rejoint la mouvance? Alors que ça veut dire simplement que cette opposition n'était pas consistante, elle n'est pas structurée de manière à ce qu'elle puisse faire face à ce que nous sommes en train de faire au pouvoir. C'est une opposition circonstancielle, une opposition qui est basée sur le partage des postes au Parlement. Et dès qu'ils ont fini de partager les postes, face aux problèmes essentiels, ils se divisent. Chacun rejoint sa poche. La majorité à l'Assemblée aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il vaut mieux parler de majorité circonstancielle à un moment donné? Ah mais c'est vous qui le dites et que je suis et j'observe. Moi, je fais que des constats. Parce que face maintenant à une réalité, ils n'ont pas pu se maintenir et vous êtes en train de chercher des contours pour voir que c'est le chef de l'État qui a encore dit allez voter contre. Et même si il le disait, il n'a pas la majorité, le pauvre, il n'a pas la majorité. Et malgré que les autres soient instables et qu'ils soient circonstanciels, vous les prenez encore pour la majorité. Non, ça prouve qu'ils avaient menti au peuple surtout pour venir. Monsieur Agossa. Lutte contre la corruption, c'est du mensonge. Tout ce qu'ils avaient dit, c'est du mensonge. Ils avaient juste surfé
sur un élan national qui voulait être satisfait à travers certains problèmes. Ils ont monté une mayonnaise contre un homme pour dire que nous allons vous satisfaire, nous allons pouvoir aller là-bas, aller contre lui, aller faire ça, etc. Or, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le faire car ils sont pires. Et ils sont en train de le montrer. Vous êtes très actif sur le terrain ces derniers mois. Êtes-vous candidat pour les prochaines élections de 2016? Oh, je n'ai même pas déposé ma candidature, la candidature au sein de la majorité. La réponse est aussi claire que ça. Je ne suis pas candidat. Je suis dans la discipline du groupe. Et il y a eu une candidature à la candidature. Est-ce que vous avez entendu mon nom? Pas encore. Aujourd'hui, j'ai une mission essentielle. Redresser la Sonacop, c'est une mission républicaine. Je n'ai pas reçu encore la mission d'aller défendre la nation entière. Vous n'avez pas réussi la mission, mais vous êtes sur le terrain. À un poste plus élevé. Mais je suis politique, c'est vrai. Je dois être sur le terrain pour animer la vie politique, pour conduire ma majorité à la victoire. Je ne dois pas rester cloîtré chez moi. Cela ne veut pas dire que je prépare, bien sûr, un élan pour être candidat. Je me prépare pour que notre candidat soit élu. Alors justement, nous allons parler de votre candidat, nous allons parler du Dauphinat de 2016. On est à peine à 3 mois de la prochaine présidentielle et on ne connaît toujours pas le dauphin du chef de l'État. Cela vous paraît-il normal? Ça paraît d'autant plus normal que vous avez une opposition qui n'existe pas. Faut-il que vous qui sont ceux qui ont sur l'opposition pour... Qui sont ceux qui ont intérêt à ce que le chef de l'État soit changé par quelqu'un? C'est qui? Moi, j'attends mon chef. Nous avons notre stratégie, nous avons notre système et nous nous attendons calmement pour le faire. Mais ceux qui doivent être pressés pour le faire, c'est qui? C'est ceux qui se sont opposés à nous. Écoutez, c'est qui? Ils ont des candidats quand même. Est-ce que c'est nous qui allons nous presser pour le faire? Nous avons notre stratégie. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde, à 3-4 mois, se campe sur la mouvance? Simplement parce que la mouvance a réussi sa mission. Parce que la mouvance est encore au pouvoir. Parce que la mouvance a su se structurer de manière à ce qu'elle n'ait pas des failles pouvant conduire à la fragilité. Quelle mission la mouvance au pouvoir a-t-elle réussi? Mais elle a réussi dans le cadre des infrastructures. C'est dans le cadre de la satisfaction. Attendez, dans 2 mois. Vous allez voir, bien sûr, après l'ouverture de la voie Cotonou-Abomey, vous saurez si la mouvance a réussi ou pas. Et quand vous passez par Paou pour aller à Alada, pour reprendre la voie d'Abomey, vous saurez si la mouvance a réussi. La mouvance a réussi, alors qu'on n'a pas encore payé l'argent des spoliés de l'ICC, les affaires Sensad, les affaires de groupes, de machines agricoles. Si vous allez à Ouida, vous allez voir que la mouvance a réussi. La mouvance a d'autant plus réussi que les dossiers que vous évoquez, étant donné que c'est truffé de mensonges, comment truffé de mensonges? N'ont pas eu d'impact sur l'influence de la mouvance. Aujourd'hui, à 4 mois, où est le candidat de l'autre côté? N'est-ce pas, attendez, le bien de l'argent que la campagne a été menée en avril dernier? Vous êtes tous campés là, bloqués. Vous savez, et vous attendez, nous, notre candidat, parce que qui serait le victorieux. Parmi en votre sein, parce qu'en votre sein, il y en a qui sont... en tout cas qui ont manifesté leur intention de candidature. Akhenatonde, il faisait partie de la coalition au pouvoir, et bien d'autres. Mais c'est pas grave. Et pourtant, on attend notre candidat. Si Ake était un candidat valable, pourquoi vous attendez encore le candidat? Entre autres. Entre autres, c'est ce que je vous dis. Si Djabi Sika était le candidat valable, pourquoi vous attendez encore le candidat? Vous attendez encore le candidat? Parce que c'est FCBE qui doit... C'est le parti... Pas parce que c'est ce parti-là qui va définir celui qui viendra en 2016. Pas du tout. Le plus organisé aujourd'hui, le plus capable d'apporter un candidat qui pourra déterminer l'enjeu présidentiel. Vous avez annoncé 50 députés, mais vous ne l'avez pas eu. Ça veut dire que ce parti n'est pas bien structuré. Malgré ça, on attend notre candidat. Vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Et malgré ça, on attend notre candidat. En principe, on ne devrait pas attendre notre candidat. Les candidats sont là. Talon a dit qu'il est candidat. Adjavon, mais pas encore, mais ils annoncent. Les gens, vous avez dit un nombre pléthorique. Mais allez en campagne, nous pouvons même ne pas désigner et vous permettre de prendre le pouvoir. Mais vous êtes tous, vous tremblez tous parce que vous voulez le candidat. Nous ne tremblons pas. C'est pas la classe politique. Quand je parle de la classe politique, qu'est-ce qui se passe? Mais je confonds bien sûr un peu la presse parce que la presse aujourd'hui est une presse propagandiste qui joue un rôle dans le cadre de l'appui. Une certaine presse, bien sûr, pas tout le monde, appuie bien sûr à cette opposition, qui a passé tout son temps à aller contre un homme, tout son temps à injurier un homme. Appelez les candidats d'aujourd'hui, ils ne sont pas candidats.
Ils ont passé toute leur vie à injurer un homme, à parler d'un seul homme. Au lieu de passer le temps au moins le 10e de ce temps, à voir parmi eux, mais qui peut le remplacer en 2016? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont passé tout leur temps à parler d'un homme. Maintenant, voici que l'homme n'est plus candidat. La victime n'est plus là. Leur politique a perdu de sens. Ils ne savent plus de quoi il faut parler. Ils sont saucissonnés partout, jusqu'à ce que les bailleurs de fonds qui les poussaient à agir, et quand ils ont vu que c'est des farfelus qui ne valent rien entre griffes, ils ont dit, mais enfin, nous-mêmes, nous sommes candidats, mais vous êtes des marionnettes que je gérais. Maintenant, allez, mettez-vous tous derrière, et vous me choisissez candidat. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous tus. Est-ce que vous entendez encore parler de certains parmi eux? Ils sont tous tus. Nous parlons surtout du candidat de la coalition de pour un Bénin émergent. Pourquoi chaque fois vous vous intéressez au Dogbenou et autres? Pourquoi chaque fois? Qui doit être pressé pour prendre le pouvoir? Écoutez, sans sérieux. Qui doit être pressé? C'est nous. Nous sommes déjà au pouvoir et nous sommes d'accord que nous allons partir. Mais nous ne sommes pas pressés. Mais si vous voyez l'ambiance aujourd'hui, tout le monde est braqué sur... Nous comprenons maintenant que vous n'êtes pas... Nous croyons très bien que la FCBE a réussi plus que l'UBF. La FCBE a correctement conduit la BAC. Et je disais un jour... C'est votre avis. Je disais un jour que le pilote, le commandant de bord, le chef de l'État, va atterrir sans problème. Nous avons vu que le ciel est clair. Il n'y a même pas de nuages. Nous allons atterrir sans problème. Les passagers vont atterrir et il y aura une nouvelle équipe qui va prendre. Le chef de l'État est dans sa logique. Aujourd'hui, on ne parle plus de liste électorale. La tempête est terminée. Tout le monde est d'accord sur une liste réussite du président de la République. Vous parlez de quelle liste? La liste électorale aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des débats encore sur ça? C'est déjà une réussite. Cette liste, vous l'avez contestée en 2011. C'est une réussite totale de la part du chef de l'État parce que tout le monde doutait. Au moins, ce n'est plus une question aujourd'hui pour les présidentielles. Nous partons tous d'accord sur une liste. Bravo, Monsieur le Président. Pourquoi voulez-vous mettre cette réussite-là? En tout cas, c'est il était condamné. C'est la classe politique, c'est les Béninois, c'est la nation béninoise. Pourquoi chaque fois même... Pas humilité, je parlerai de la classe politique. Mais aujourd'hui, vous voulez repasser les bandes, les marches contre, les discours, le doigt détiéné. Vous étiez de ceux qui ont condamné, de ceux qui critiquaient cette liste au départ. Moi, je l'ai critiqué quand on l'avait utilisé et que ça a donné un résultat. Mais dès le résultat, moi, je l'ai reconnu. Et j'ai demandé que cette liste soit révisée. Elle est révisée. Dans le processus de révision, où on a mis le Corse-Lépi, tout le monde est dedans. On est dedans, on a accepté. Mais vous allez comprendre que ceux qui étaient membres de Corse-Lépi encore faisaient des marches contre le Corse-Lépi. Et tout ça, c'était pour créer une zizanie et empêcher le processus démocratique. Bravo, le président a réussi, nous sommes là. Aujourd'hui, on va atterrir proprement. Le président s'occupe aujourd'hui de l'avion. Lui s'occupe de l'avion. Il veut atterrir. Vous savez que vous voulez atterrir sans problème. Pourquoi sur le terrain, vous attaquez les autres chaque fois? Vous savez très bien qu'il n'y a pas de danger devant. Vous attaquez le chef de l'État quand il va au nord, quand il va rencontrer les producteurs. Chaque fois, il attaque des gens. Il sait qu'il veut atterrir normalement. Pourquoi il attaque les autres? Nous sommes le plus attaqués. Et par humilité, pour montrer des fois aux autres que nous existons, nous parlons aussi d'eux, pour qu'ils existent, parce que si nous ne parlons pas aussi d'eux, ils risquent de disparaître. Est-ce que vous avez besoin de parler d'eux? C'est dans le schéma, bien sûr, de l'animation de la vie politique nationale. Et pour apporter quelques éclairages aux populations, le président est obligé de parler et nous parlons. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire, c'est à eux que vous devez demander leur candidat. Je vous ai rassuré. Nous aurons d'autres candidats. Et comme tout se passe, votre candidat, et quel doit être son portrait robot? Comme tout se passe, que vous constatez que c'est le candidat gagnant, parce que tout le monde attend ce candidat. Nous ne constatons pas. Vous constatez, les faits sont là. Nous ne faisons que poser les questions. Oui, mais vous allez constater, vous-même, vous êtes béni, parce que vous allez voter. Vous serez dans la contrainte de voter ce candidat, parce que tout s'organise pour que ce soit ce seul candidat sérieux. Donnez-nous alors, puisque vous estimez que c'est lui le candidat qui va gagner en 2016, quel devrait être son portrait robot, selon vous? Écoutez, nous sommes dans un système concurrentiel et chaque côté a sa stratégie. Quel portrait robot? Imaginez les portraits robots que vous voulez. Imaginez ce que vous voulez. Nous sommes dans une autre stratégie et ça marche très bien, tellement que vous êtes dans ce... Tout le monde pense quel est le portrait robot, qui est bon, qui est ça, etc. Parce qu'il y a plusieurs candidats au sein de FCBE à la candidature. Ça veut dire qu'il y a une animation politique correcte, digne du nom. Allez même dans
le parti Les Républicains en France, avec Sarkozy, vous avez tout le monde qui se retrouve candidat. Vous avez le maire de Bordeaux qui est candidat, etc. Alain Juppé, etc. Nous sommes un parti qui s'anime convenablement. Ça veut dire que la vie politique en notre sein est une vie politique animée et qui correspond bien sûr au processus démocratique dans notre pays. Alors, mais qui peut dire le contraire? Nous sommes dans un processus bien cadré et qui a une visibilité claire, de manière à ce que nous sommes les plus attirés aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on a fait contre nous, malgré la campagne d'intoxication, tout ce qu'il y a comme projecteur politique, médias, tout, que ce soit sur le plan national, sous-régional et international, c'est braqué sur notre candidat. Tous les autres candidats sont les apprentis de notre candidat. D'autant plus que, vous voyez, malgré tout ce qu'ils font, malgré tout ce qu'ils disent, malgré la presse qui parle de tous les jours, tous les projecteurs aujourd'hui sont braqués sur notre candidat. C'est déjà la réussite d'une stratégie bien conçue et bien gérée par le chef de l'État et qui continue dans ses œuvres de jouer son rôle de chef de l'État, de père de la nation, d'apporter tout le soutien qu'il faut à son peuple, dans le cadre bien sûr du développement, et apporter ce qu'il faut pour que nous soyons toujours dans l'optique de cette émergence. Alors, pourquoi ne pas aller à la recherche de celui qui va remplacer celui-là à travers lui? C'est là ce qui est important. On pouvait chercher celui qui va remplacer le président Boni Yayi en dehors du président Boni Yayi. Mais on le cherche aujourd'hui au sein de l'équipe de Boni Yayi et mieux, à travers le président Boni Yayi. On ne peut pas vous empêcher de rêver, ça c'est sûr. Ah mais c'est ce qui est normal maintenant, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Moi je ne sais même pas pourquoi on dit. Vous allez voir, voyez dans tous les pays, vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas le candidat qui importe. Quand vous allez dans le système démocratique des pays évolués, le candidat, c'est celui qui, en fait, a présenté un programme contraire et qui veut une alternative. C'est ce candidat qui préoccupe. Mais comme il n'y a pas un programme alternatif, il n'y a pas d'opposition concrète, il n'y a rien, ce n'était que des injures, la destruction de l'image d'un homme. Qui a quand même obtenu la majorité au Parlement. Et qui a obtenu la majorité circonstancielle au Parlement et qui peut donc emporter la prochaine présidentielle. Tant mieux. Mais allons chercher les candidats chez eux. Il faudrait bien qu'il affronte quelqu'un. Il faut qu'ils affrontent quelqu'un, oui, mais il serait mieux alors pour eux qu'il n'y ait personne à affronter. Pour le jeu démocratique, c'est nécessaire. Nous vous posons la question au nom du peuple. Il faut que le peuple sache quand même qui va représenter la coalition au pouvoir. Si ce peuple est en majorité avec l'opposition, c'est que ce peuple a déjà son candidat. Ça veut dire simplement que selon votre hypothèse, la majorité de ce peuple est avec nous et est en train d'attendre son candidat. On en reparlera. Alors, les forces Bénin émergentes donc n'ont pas encore désigné ce fameux candidat. Est-ce que les primaires qui sont annoncées vont permettre vraiment de désigner un candidat consensuel? C'est sur ce mot-là que je voudrais insister, consensuel. Notre candidat serait consensuel. Avec la cacophonie des ambitions que l'on constate au sein des forces. Notre candidat serait consensuel. Peut-être que le candidat ne respectera pas l'unanimité, mais le candidat serait consensuel. Je pense que vous voulez parler de l'unanimité. Peut-être que, est-ce que tout le monde serait d'accord? Il se peut que tout le monde ne soit pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais le consensus serait retrouvé, est déjà en cours, puisque c'est un processus pour qu'on aille vers le consensus. Et ceux qui seraient en dehors du consensus seront en dehors de la discipline du parti et vont subir les affres de leur comportement dans les circonscriptions électorales. Parce que s'ils sont forts, on verra si dans la circonscription, si notre candidat ne passera pas par rapport au candidat qu'ils auraient choisi. Ça, c'est la campagne électorale. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un chemin consensuel et peut-être pas sur le chemin de l'unanimité. Et je ne vois pas l'unanimité au sein d'un parti politique aussi jeune comme la FCBE, BC, etc. L'unanimité, c'est rare. C'est rare. Pas un parti politique, c'est une coalition. Une coalition de partis politiques. C'est une coalition. Donc ça veut dire que l'unanimité peut être rare. Nous tendons bien sûr vers l'unanimité, mais nous sommes certains du consensus. Que pensez-vous, que savez-vous du choix que le président de la République aurait porté sur le ministre des Finances Komi Koutié ou le Premier ministre Lionel Zinsou? Est-ce que le président vous a parlé d'un choix une fois? C'est des rumeurs, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Le peuple béninois aime trop les rumeurs. Donc moi, je ne veux pas surfer sur des rumeurs. Le président de la République, on imagine tout à la place du président de la République. Dites plutôt ce que le Premier ministre a dit,
ce que lui-même a dit. Le Premier ministre, il est avec vous, vous travaillez ensemble. Laissez le président de la République. Il est au gouvernement. Le Premier ministre a dit, est-ce que le ministre d'État chargé des Finances a dit je suis candidat? Est-ce qu'il vous a dit ça? Je ne sais pas où est le problème. Pourquoi on veut Est-ce que le Premier ministre a dit il y a quand même des signes je suis candidat qui ne trompent pas, il y a des signes. Attendez, est-ce qu'il a dit ça? Moi, je vais sur des faits réels. Le Premier ministre a dit, si tout le monde est d'accord et qu'on peut me choisir candidat, je peux être candidat. C'est ce qu'il a dit. Si le consensus se porte sur moi, alors qui va refuser? Avec son parcours, il fait un meeting avec son quelques jours parcours, après. avec ce qu'il a, son ambition, si tout le monde se mettait autour de lui, pourquoi il va refuser? C'est pas grave. Mais il a dit, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qui concerne le chef de l'État dans cette ambition? Je vous dis que le chef de l'État, lui, il est aux commandes aujourd'hui. C'est comment faire atterrir totalement ce système et qu'il n'y ait pas de casse. Mais s'il y a des mouvements dans l'avion, puisqu'il est le pilote, s'il y a trop de mouvements et du bruit, il doit de difficultés à atterrir. Actuellement, il y a déjà des mouvements dans l'avion. C'est pourquoi il coordonne au sein de manière à ce qu'il n'y a pas des dysfonctionnements criards. Il y en a déjà, puisqu'il y a des candidats qui n'ont pas attendu les primaires. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'il y aurait des primaires au sein des forces Cori. Et ils ne sont pas. Ce sont Toliba, Karimou Tchabessika, Akenatonde et bien d'autres encore. Ils n'ont qu'à s'inscrire au niveau des primaires s'ils ne savaient pas. Et que les primaires sont intervenues au sein du parti, ils s'inscrivent, c'est aussi simple. Est-ce que le parti est crédible si c'est seulement à 3 mois de la présidentielle qu'il annonce qu'il y aura des primaires alors que les membres ne savaient pas et avaient déjà commencé à faire la cour au peuple d'une façon ou d'une autre? Écoutez, si la cour était faite, bien sûr, et que ça avait pris à la base, le parti n'allait pas faire ce choix. C'est aussi simple, parce que le parti consulte ses adhérents. Et si quelques leaders ont fait quelques choix, et que le parti a fini par faire un choix, ça veut dire que le choix fait par ces quelques leaders n'était pas en cohérence avec les structures du parti, et encore moins face à la base. Donc, ce qui est clair, nous allons suivre progressivement et avec attention. C'est déjà très bien que vous suivez sérieusement la FCBE dans son choix. C'est bien. Et vous allez voir le choix, je vous ai dit. Nous suivons également les autres. Non, ils ne sont pas aussi influents de manière à ce qu'on ne parle que de nous. Moi, nous, on ne parle que de nous. Moi, je suis très heureux. Je les ai déjà battus à l'avance parce que malgré tout ce qu'ils disent, on ne parle que de nous. On ne parle que de nous. Nous sommes... Vous êtes trop optimiste. Non, mais vous savez, la FCB est une structure organisée et avec cette majorité, bien sûr, nous pouvons faire sortir un candidat en 1 semaine, ça serait connu en 2 jours sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons les structures pour. Nous avons les structures pour. C'est exactement quelque chose. Quand vous avez ici le système de Egungun, vous voyez dans les quartiers, l'ancien couvent, l'ancien balai, quand lui veut faire sortir son revenant, il ne fait pas du bruit autant que le jeune balai qui n'a que 2 ou 3 revenants qui le fait sortir. Nous on a un système en place. Hein? On te dit que tel couvent veut faire sortir ses revenants. Parce qu'on savait déjà. En 2-3 jours, tout ce qui se fait à la base, vous ne savez pas. Mais dès que ça sort, et tu serais informé dans tous les quartiers que et ça vient. Mais les jeunes, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ne sont même pas du domaine, qui sont venus se greffer, qui pour d'autres raisons, etc., mais c'est eux qui courent. Nous, on a la machine. Et on est clair, on est sûr que dès que ça sort, et ça se prépare. Les autres aussi ont leur machine. Vous allez voir ce qui va se passer. Tellement on a la machine que tout le monde nous attend. Tout le monde sait que avant que ça ne se passe dans ce pays, il faut que ceux-là aient un candidat. C'est déjà une réussite. On va conclure sur le dossier du Dauphinat des forces Cori-Point Bénin émergent pour le compte des prochaines élections présidentielles au Bénin, en vous demandant quelle serait la posture du parti de nationaliste si justement le président de la République optait pour quelqu'un d'autre qui n'est pas des forces Cori-Point Bénin émergent. Le choix du président de la République, c'est un choix consensuel. Le président de la République n'a jamais été un dictateur dans ce sens. Le choix, c'est un choix consensuel, et dès que le choix est déjà un choix consensuel, donc le nationalisme est déjà intégré. Nous sommes en train de nous battre juste pour que ce choix consensuel soit effectué et que nous puissions maintenant nous mettre dans la logique de ce candidat et remporter les élections. Nous sommes sur le terrain pour ça. Donc il n'y a même pas de questions à poser. Donc nous sommes dans la logique, bien sûr, de ce choix consensuel coordonné par le chef de l'État. Tout à fait simple. C'est vous qui pensez que le chef d'État va se lever et dire « voici telle personne, voici telle personne ». Non. Le président Boni n'est pas de ce genre. Et je pense bien sûr que ceux qui ont été au gouvernement avec lui et qui sont même des candidats, ils savent que le président Boni n'est pas de ce genre. C'est un homme d'État qui aime le consensus. Après ce consensus, vous allez voir, nous sommes là et
Le nationalisme s'inscrit d'ores et déjà, depuis fort longtemps, dans cette logique et nous allons nous battre autour de ce candidat consensuel. Pourtant, le président Bouniaï a quand même choisi un premier ministre qui n'était pas du sérail et cela a fait quand même grincer des dents. Est-ce qu'il ne pourrait pas également, dans la même dynamique, imposer quelqu'un au FCBE? Il n'imposera pas parce qu'il ne s'agit pas ici d'un gouvernement. Il s'agit ici d'une élection et que ce n'est pas un gouvernement qui relève de ses compétences, où il peut choisir qui il veut, etc. Et là encore, il le fait sur la base d'un consensus. Je sais bien, il le fait sur la base d'un consensus. Je sais de quoi il parle. Maintenant, sur un candidat, vous allez voir que ce n'est pas le même processus, ça sera un peu plus élargi. Et vous allez voir que le candidat sera le candidat de consensus. Monsieur René Agossa, parlons à présent des candidatures annoncées, en tout cas les manifestations des intentions de candidature. Dans un premier temps, la pléthore d'intentions de candidature annoncées, comment cela s'explique-t-il selon vous? Surtout, la fonction présidentielle était devenue banale à ce point? La fonction présidentielle est devenue banale parce que l'opposition n'a pas joué son rôle. L'opposition a banalisé tout le temps. L'opposition ou la classe politique? Je dis l'opposition. Quand vous recevez en temps l'honorable candidat Zanaï, qui dit ce qu'il dit du chef de l'État. Ça fait la 4e fois que vous prononcez le Je dis, parce que l'histoire retiendra ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est du n'importe quoi dans une république. Ce qu'ils ont dit là, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas des exemples. L'État a commencé. Donc, moi je dis, quand vous avez banalisé autant que se peut, quand vous avez fait de cela ce que vous voulez, mais eux-mêmes ils sont candidats, maintenant ils ont vu. Et vous voyez la pléthore parce qu'ils ont banalisé la fonction. On parle du président de la République comme si c'est à banaliser sa propre fonction. Oh là là, le président de la République. S'il a banalisé autant sa fonction, on n'attendra pas de lui un candidat. Vous savez, s'il a banalisé lui autant sa fonction, on n'attendra pas de lui un candidat. On ne doit même pas attendre de lui un candidat, d'autant plus que lui, il a totalement banalisé. De la République dans sa gouvernance, lui qui parfois il fait des déclarations, le président a innové. Il fait le contraire. Le président de la République qui joue le rôle du chef quartier, qui joue le rôle du chef d'arrondissement, qui joue parfois le rôle du président a innové. Comment voulez-vous que le chef d'arrondissement ne se voit pas dans l'étoffe de présidentielle? Le président a innové dans sa fonction. Il a innové. Et vous ne verrez plus jamais un président, comme le disait le président Hollande, un président normal. Une innovation considérée comme la banalisation de la fonction en suivant tous ses projets à la base, en étant partout à l'éveil. Le président a innové dans la fonction républicaine. C'est clair. Il a créé, il s'est adapté à la dynamique du peuple. Il s'est collé aux besoins. Et il a mis en place un système nouveau pour satisfaire ses besoins. Alors, de l'autre côté, il fallait aussi des mutations pour répondre à ça. Mais on a passé tout le temps à injurier, à dire ce que vous êtes en train de dire. Le président a fait ça, le président a fait ça. Et aujourd'hui, au lieu de proposer quelqu'un, ils sont dans l'incapacité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les bailleurs de fonds qui les poussaient à se manifester pour des intérêts égoïstes, qui se sont présentés maintenant pour dire « mettez-vous tous derrière moi ». Ces bailleurs de fonds ont soutenu également le président de la République, Bouniaï. Ces bailleurs de fonds étaient derrière lui et l'un d'eux a annoncé publiquement avoir financé les campagnes de 2006 et de 2011. Vous n'allez pas le contester. Ah bon, il a encore refusé. Vous ne l'avez pas écouté? Il a encore refusé. Donc ça veut dire que je ne sais pas s'il a pu, lui, financer ou pas. S'il dit quelque chose et son contraire, alors je choisis quoi? Il a dit qu'il n'a pas financé. Vous avez écouté Talon. Il a dit qu'il a contribué. Il a contribué à son il n'a pas financé. Donc il finance quand c'est favorable pour lui. Il contribue quand c'est favorable pour lui. Alors vous voulez que je croie en lui? Moi je ne crois pas en lui et c'est la parole d'un seul homme. Mais je ne crois pas en lui. Moi je ne crois pas en lui. Il dit qu'il a financé. La loi a autorisé qu'on finance. En principe, on devait le faire passer devant la haute cour. On devait le faire passer devant les tribunaux. Lui, il finance un parti. C'est ce que la loi a dit. Un parti, un président de la République, c'est les cotisations, c'est un budget. Ça veut dire que lui, c'est le budget d'élection. Il n'a qu'à dire devant la loi. Il n'a qu'à aller dire devant la loi. Si vraiment c'est ça. C'est-à-dire, si j'ai financé, donc il connaît le montant. Donc le montant déposé devant la Cour des comptes, la Chambre des comptes, donc c'est lui qui a signé. Écoutez, nous savons comment ça se passe. Moi, je ne veux pas. Tout le monde a contribué. Tous ceux qui ont voté ont contribué. Tous ceux qui ont voté ont contribué à l'élection du chef de l'État. Ou bien, tous ceux qui ont voté ont contribué. Donc, pourquoi lui veut se faire passer pour celui qui a plus contribué? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il a des intérêts égoïstes qu'il soutenait. C'est simple, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En ce moment-là, ça ne dérangeait pas Bouniaï. Hein? Oh, écoutez, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Il y a trop de contradictions dans ce que la personne dit.
Et vous voulez que moi je considère ça? Boniya lui-même, le président de la République, dans tout ce qu'il a dit jusqu'à l'heure où nous émettons, il y a eu beaucoup de contradictions. Dans le dossier PVI, par exemple, c'est un exemple que je donne à tout hasard, il a défendu ce dossier. Il a dit que c'est le meilleur projet qu'il faut pour le bénéfice. Mais quelques mois après, il est revenu nous dire que non, ce projet, c'est pas bon, que ça va détruire notre économie. Mais il y a contradiction. Il a dit, il y a de l'audace, et demain il change. Il y a de l'audace et de l'amour pour son peuple. C'est où l'audace, c'est où l'amour? L'audace, c'est quoi? Le président lui a présenté un dossier. On a dit que voici ce que ça peut être. Il constate que dans la mise en œuvre, ça ne va pas. Et il dénonce et il va sur la voie normale. Est-ce qu'il a tort? Les douaniers ont condamné. La fois dernière, ce n'est pas le président de la République qui s'est levé. C'est les douaniers, structure de l'État, qui seront là avec le prochain chef d'État. C'est eux qui ont condamné, qui ont répondu à ce citoyen pour dire ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. Mais c'est clair. Et le chef d'État a dit, si moi je croyais que c'était vrai, et j'ai vu que désormais ce n'est plus vrai, le républicain, l'homme qui aime sa nation, il change. Où est alors la sacralité de la parole du chef de l'État, du président de la République? Parce qu'avant que le président d'arrive ne parle, il doit réfléchir. Il a des conseillers quand même. La sacralité se trouve dans la satisfaction du peuple. La sacralité ne se trouve pas dans la force de l'orgueil de l'homme. C'est-à-dire que malgré qu'il a dit ça et que c'est mauvais, l'orgueil dit « je continue ». Ça, c'est la dictature. C'est ce qui amène à la dictature. La sacralité des paroles des chefs d'État est liée et est proportionnelle à la satisfaction des populations. Quand vous faites l'option, vous allez voir tout de suite l'orientation de la France face aux attentats en ce qui concerne la Syrie. Le chef de l'État doit réorienter sa politique par rapport aux souffrances de son peuple. Cela ne veut pas dire qu'il y a de contradictions. Ça veut dire simplement qu'il est collé à son peuple. Il ne va pas dire « je vois les gens tuer mon peuple et je continue dans mon orgueil en tant que chef d'État parce que j'avais fait un tel choix ». C'est un homme, il n'est pas Dieu. Seul Dieu parle et c'est fini. L'homme doit pouvoir se remettre en cause. Et c'est ça le président Boniyahi. Et dans sa démarche, c'est clair, la capacité d'un homme de se remettre en cause. Et c'est ça qui gêne. Se remettre en cause peut-être lorsqu'il n'a plus ses intérêts en jeu. Et surtout en éliminant ses propres intérêts et en considérant l'intérêt public. Le chef de l'État n'est pas allé défendre ce dossier PVI. Mais quand un citoyen en a parlé, c'est la douane, par le biais de son syndicat, qui a pris la parole. À cette même douane, il a arraché le droit de grève. Et pourtant, la douane a compris que le chef de l'État est revenu sur sa décision pour aller dans un sens qui correspond à la République. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à ce chef d'État? C'est un homme humble. Certains estiment que la douane a été manipulée pour cette réaction. Qui a le caractère, bien sûr, d'un homme d'État. Et qui prend en compte l'aspiration de son peuple. Et ce qui est clair, ces hommes-là, qui mentent au peuple, verront le peuple devant eux. Ils croient que c'est l'argent. Un président de la République qui menace son peuple, lui-même qui dit qu'il va demander aux siens de se lever contre les autres. Un président de la République il n'a pas menacé son peuple. Mais il a dit, nous avons les vidéos, nous avons les archives sont encore là. On parlait de... Moi j'ai dit, fouillez les archives, j'ai dit sur Canal, j'ai dit partout, que ce que le président menace, c'est la misère. Ce que le président menace dans notre pays, c'est le chômage. Ce que le président de la République a dit, je vais demander au mien. Ce que le président menace dans notre pays, je vous dis, c'est le manque d'infrastructures. Ce que le président menace dans notre pays, c'est les femmes qui vont accoucher et qui meurent sans césarienne, sans un franc. Peut-être que vous étiez en mission le jour où il a dit ce Pas du tout. Il a dit publiquement ici au Bénin. Chacun a donné son interprétation. Et j'ai dit, faisons le bilan. Le chef d'État a fait 10 ans. Pourquoi interpréter ce qui est clair? Pourquoi interprétez-vous ce qui est clair? Il a monté qui contre qui? Il a dit qu'il va demander aux siens de se lever contre les autres. Un président de la République. Ça fait 10 ans. Il a dit. Ça fait 10 publiquement. Ans. Le président Boniyahi a fait 10 ans. Il n'a pas encore fait 10 ans. Donnez-moi la preuve. Il fera 10 ans dans quelques mois. Donnez-moi la preuve de ce que vous dites. Moi, je vais vous donner la preuve de ce que je dis. Dans ces menaces, s'il y en a eu, c'est face à la pauvreté. C'est face au manque d'infrastructures. La menace dont nous parlons ne concerne pas la pauvreté. C'est l'état, bien sûr, d'un homme face à une agressivité gratuite de certains que le président parle, bien sûr, en montrant, bien sûr, un élan humain. Mais ce que le président dit réellement... Vous reconnaissez au moins cet état qui n'est pas bon. J'ai suivi dans le bilan du chef de l'État, je peux dire aujourd'hui que
il a menacé la pauvreté, il a menacé le manque d'infrastructures, il a menacé le coton qui est pillé par les gens, il a menacé alors les femmes qui meurent dans nos hôpitaux sans un franc, il a menacé beaucoup de choses, etc. Alors le président, le sort du coton, quand il les a menacés, en date, il y a eu des résultats dedans. Et ça, c'est des faits. C'est des faits. Ce que vous dites, c'est juste des aspects que vous prenez d'un discours et vous prenez l'esprit du discours. Si vous prenez tout l'esprit du discours, vous allez voir que ces menaces vont dans le sens de tout ce qui inhibe le développement dans le pays. Vous avez décidé de voir les choses de cette manière-là. Je n'ai pas décidé de voir les choses de cette manière. Oui. Je prends la bonne dame de Zanyando qui quitte chez elle et que j'ai mis dans ma voiture pour venir dans la fois dernière. Elle a simplement dit, c'est simple. Elle ne m'a pas dit que le monsieur là a pris tel peuple contre tel. Je suis dans les faits. D'autres vous diront le contraire. Vous prenez un discours et vous prenez des aspects. Moi, je prends le discours dans sa globalité et je donne un sens et nous pouvons comparer ceci à des faits. Ce que vous dites, dites-moi. Quand le président Boliaï a pris un bariba contre un nago, il ne l'a pas fait. Je le dis, il n'a pas fait. Donc, ce qui est clair, le quand vous disiez, monsieur Irénée Agossa, quand vous disiez le président de la République forme un homme, dans un pays depuis, il n'y a pas eu cet affrontement entre les ethnies au cours du mandat du chef de l'État. Ça veut dire simplement lorsque dans le dossier d'Evo, par exemple, c'est un exemple que je donne, que le président de la République dit que c'est un Adja qui a tué un autre Adja, alors qu'il est le président de la République, le président de toutes les ethnies du pays. Vous pensez que c'est des propos à tenir qu'un chef d'État devait tenir dans la République? Que c'est un Adja qui a tué un Adja, alors que c'est un dossier qui est devant la justice? Attendez. Vous avez pris, je vous dis, vous prenez toujours un pan, et il y a une presse qui est... Mais on les connaît. Il y a d'autres exemples. On les connaît, on les a vus, ceux qui parlent là-haut. Il a dit qu'il est Bariba, que le Bariba n'aime pas la honte. Taisez-vous. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire, monsieur Nagossa. On vous donne des exemples pour que vous puissiez revenir sur votre décision. Et que je dis que le président de la République est Bariba, il est Adja, il est Mina. Il incarne toutes les ethnies de la République. Je peux tout être, je suis mari, je peux dire que le mari est intègre. Moi, c'est mari. Je suis mari. Vous êtes marié, le mari est intègre. Et je peux dire le mari est méchant. Et je peux le dire. Ça, c'est moi. Et c'est ce que je dis, je peux être président de la République. Mais dans les faits, aujourd'hui, quand le président parle, et vous reconnaissez le président, quand il a dit, il revient toujours, et s'il voit anormal, le président ses excuses. Le président, sur les faits, a dit, écoutez, moi je l'ai dit dans telle circonstance, oubliez. Le président l'a dit sur ce que vous avez. Il est reparti sur un autre discours, il a dit, écoutez, moi je l'ai dit parce que je pensais à ça, et c'est terminé. Ce qui est réel, ça va être terminé. Ce qui est réel, parce que ce qui est réel, ce qui est réel, c'est quand même trop facile. Ce qui est réel, la parole, ce qui est réel dans notre pays, c'est l'impact que cette parole a eu sur les populations. Les populations ne sont pas en train de parler comme vous. Non, je n'ai pas encore vu la DIA interdit alors des députés FCBE dans sa zone. Il n'a pas voulu. Ce n'est pas votre problème. C'est vous qui voulez intégrer ça. Le principe a été dit, c'est finalisé. Ce qui reste dans la tête des Béninois, et ce qui va rester dans la tête des Béninois, c'est à Kassato, Boycon. C'est Paou, Ouida. Écoutez, vous allez voir, c'est échangeur. C'est aussi Sensa, c'est échangeur. C'est échangeur. Il a fait ici. Vous allez voir, dans le pays, Sensa, CIC, tout le monde sait que le président a voulu que le dossier passe devant la haute cour et que vos députés de l'opposition ont encore refusé. Pas nos députés, les députés de la République. Les députés de l'opposition, ils peuvent maintenant faire passer les gens devant la haute cour. Ils ont la majorité. Ils ont la majorité, ils sont tous liés. Il y a une majorité qualifiée qui est nécessaire. Ce que je vous dis, il faut des gens de la ce que je vous dis simplement est que ce qui va rester, le peuple comprend qu'il faut modifier la Constitution pour aller dans le sens de la correction des injustices. Ce qui va rester pour le président le mandat du président Boniaï, c'est un travailleur. Un travailleur qui s'est donné à sa nation. Un homme qui veut bien sûr le développement de son pays. Il n'y a pas d'homme sans défaut. Il n'y en a pas dans ce monde, il n'est pas Dieu. Et ce qui est bon chez le président, dès qu'il constate ses défauts, il n'est pas orgueilleux. Il revient simplement dire, j'avais commis telle erreur, alors comprenons-nous et allez. Et ça, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, voilà les caractéristiques d'un président moderne, d'un président qui comprend qu'on peut commettre des erreurs, il peut y avoir des abus. Il faut juste alors venir présenter ses excuses dans tous les dossiers, y compris les dossiers personnels liés à sa propre vie. Vous allez voir la même démarche.
il revient, il s'explique, il dit effaçons, évoluons pour que ça marche. Monsieur Rini Agossa, que pensez-vous de ceux-là qu'on appelle les nouveaux acteurs politiques, c'est-à-dire les opérateurs économiques? Moi, j'ai dit toujours. Il y en a c'est il y a Patrice Talon, il y a Martin Rodriguez, il y a Sébastien Adiavon, il y a Ladislas Agbessi et bien d'autres encore. Je leur ai dit de rester dans leur profession. Je leur ai dit de rester dans leur profession, ça serait mieux pour le pays. Pour quelle raison? Je suis clair, ils n'ont pas leur place là où ils sont. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le secteur privé, quand ils sont dans les affaires, quand on investit, c'est pour avoir des bénéfices. C'est ça, la caractéristique des affaires. Mais en politique, quand on investit, ce n'est pas pour avoir des bénéfices. Et tu peux investir aujourd'hui et ne rien avoir du tout. C'est ça ce qui est en politique. Cela ne cadre pas avec eux. Ils en sont conscients et pourtant ils n'en sont pas conscients du tout. Et leur système ne peut pas cadrer avec le système du bien public. Le système du service public, c'est l'équité, la justice. De l'autre côté, c'est l'intérêt privé. L'intérêt et rien que l'intérêt. Vous ne pouvez pas. Berlusconi a appris à ses dépens à la tête de l'Italie. Vous allez à Madagascar. Ravalomanana a appris à ses dépens. C'est la même chose. Ils ont tenu les mêmes discours. Allez reprendre les discours de Ravalomanana. Exactement. Tachin l'a fait en Thaïlande. Écoutez, c'est les mêmes types. Ils disent la même chose. Ils ont le rêve que le privé peut devenir quelque chose d'important à la tête de l'État. C'est faux. Moi, je suis en train de faire une thèse aujourd'hui sur la notion du client dans l'administration publique. Nous avons aujourd'hui, dans l'administration publique, la notion de l'usager du service public. Et dans le privé, nous avons la notion du client. Et ce qui lie les deux, l'usager et le client, c'est la satisfaction de ses besoins. Mais les deux ne sont pas qualifiés de la même manière au sein des différentes structures. Vous allez au niveau du service public, ce n'est pas l'intérêt direct, c'est l'équité et la justice. Mais quand vous allez dans un privé, le privé, vous pouvez vous aligner là. Mais si lui, il a son intérêt derrière l'autre, il te met dans une chambre climatisée parce qu'il sait que toi, tu veux lui apporter plus d'intérêt, il s'occupe de toi. Ce principe n'est pas le même principe que celui de l'État. C'est ça ce que je dis. La République se gère autrement. Et ça, il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs qui ont écrit sur ça. Et je sais qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il faut des gens pour le leur dire. Pourtant que vous désapprouvé la candidature de ces hommes. Je le dis, moi je le dis. J'ai toujours eu raison. Vous étiez là et j'ai toujours eu raison. Il y a eu quand même des opérateurs économiques qui sont insérés en politique. On parlera peut-être de Salifou, Issa Salifou, Christian Laïndé, Sefou Fagbourou, Cyril Domingo. Ils ont appris à leur dépens. Ils ont fait de la politique. Ils ont appris à leur dépens. Prenez Issa Salifou. Il est où aujourd'hui? C'est mon ami, hein, c'est mon ami. Il est député, il reste député. Donc, très bien. Mais si vous lui posez la question aujourd'hui, il va vous dire, quand on va en politique, ce n'est pas pour aller chercher de l'argent. Allez demander à Domingo. Dit qu'il allait en politique. Allez demander à Domingo. Prenez leur chiffre d'affaires au moment où ils ont commencé la politique. Et prenez leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Quand on va en politique, ce n'est pas pour chercher de l'argent. C'est clair. Donc, allez demander au président Fabon. Aujourd'hui, il est en politique. Je pense qu'il peut rédiger ce que c'est qu'il peut écrire maintenant quelque chose sur la politique. Ce n'est pas pour aller chercher de l'argent. Or, je dis que ceux que je vois, ils disent que leurs systèmes qui sont aussi expérimentés, aussi ils ont réussi dans le système et qu'ils veulent imposer ces systèmes au système public. C'est faux. C'est un rêve. Ils ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien du tout. Et d'ailleurs, ils fondent leur truc sur le mensonge. C'est leur intérêt qu'ils cherchent. Et ces intérêts, ce n'est pas en politique qu'on vient trouver ça. Je leur dis, ils ne le trouveront pas en politique. La politique est sacrée. Ça a des règles et des principes qu'on suit. C'est un milieu qui a des normes qu'on respecte. On y va avec passion et engagement, avec amour pour son pays. On n'y va pas pour venger. On n'y va pas parce qu'on a de l'argent. On n'y va pas parce qu'on se dit qu'on peut en fait faire tout parce qu'on a financé des politiques. C'est pas ça. On y va parce qu'on a une vision pour son pays. On y va parce qu'on a une conviction. Et tu peux ne jamais être élu. Jamais être élu. Et tu défends cette vision. C'est la politique. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour le développement dans son pays. C'est l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour le développement de son pays. Ce n'est pas l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour ses propres intérêts. C'est faux. Ça ne nulle part tu l'auras. Donc, or, le système privé, c'est un système fondé sur les intérêts personnels et égoïstes. Et là, c'est connu dans la République. Et vous pouvez faire vos lobbies.
et défendre vos intérêts au niveau du Parlement. Ça se fait partout. Mais ce n'est pas parce que vous en avez et que vous pensez que ce peuple pauvre, vous allez distribuer de l'argent et faire quelque chose. Non. Aujourd'hui, les grands débats du développement ont disparu. Le 1 arrivé a fait que vous ne posez plus la question de la lutte contre le chômage. Vous ne posez plus la question de la croissance économique. Vous ne posez plus la question de l'équilibre en ce qui concerne bien sûr le système d'exportation et d'importation. Vous ne posez plus aucune question sur la formation des jeunes. Vous ne posez plus aucune grande question. Vous posez seulement la question de l'argent et des hommes. Et c'est ça ce qui détruit. C'est arrivé, et vous l'avez expliqué, vous avez indiqué que c'est l'échec de la classe politique. C'est vrai que vous avez stigmatisé spécialement l'opposition. Et si c'est la vision, en tout cas la volonté du peuple de porter son choix sur un homme d'affaires, puisque la loi fondamentale ne leur met pas de barrière pour les empêcher d'être candidats. Est-ce que votre parti, le nationaliste, quand ça va arriver, finira par se pencher du côté d'un candidat opérateur économique? C'est le roi qui a suivi son bourreau, le Migan, a été exécuté tout le monde au nom du roi. Et il vient auprès de sa majesté pour lui rendre compte, pour dire, mais tout le monde te félicite là-bas, cher roi, majesté, je les ai exécutés. Et le roi lui a dit, c'est pas tout ce que le peuple applaudit qui est bon. Ce n'est pas tout ce que le peuple applaudit là qui est bon. Il faut des éclaireurs. On n'allume pas une torche pour mettre en poche. Quand on allume une torche, c'est pour éclairer. Et tout le monde n'a pas la torche. Vous l'avez. Les nationalistes aujourd'hui, le nationaliste a une torche. Et vous comptez illuminer, moi, je compte illuminer en disant aux gens, le peuple, ce n'est pas vrai. Au moins, ils diront un jour, il y a quelqu'un qui l'a dit. Cela permettra que la prise de conscience soit immédiate et que les conséquences soient moindres. Parce que ce que je dis, ce n'est pas inventé. C'est quand inventé au Nigeria à côté, avec Abiola. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les Nigérians aujourd'hui se sont entendus, les gros hommes d'affaires ne s'intègrent plus dans ce système. On laisse ça au système politique, ceux qui peuvent le faire. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas dans les affaires qu'on va dire maintenant, écoutez, on transfère les hommes politiques en affaires. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Mais c'est la même chose en religion. Vous allez voir en Haïti, le père... il est où? Il est en exil, en Afrique du Sud. Ça ne se mélange pas. On n'a rien à inventer aujourd'hui. On n'a rien à inventer. Ils vont apprendre à leurs dépens. S'ils ne suivent pas ce que nous disons, vous allez voir. Vous allez voir. Peut-être qu'ils ont acquis l'argent comme ils le savent et Dieu va les orienter à les perdre. C'est peut-être ça. Parce qu'ils savent bien que ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas leur milieu. On ne vient pas par vengeance. On ne vient pas par vengeance. Talon ne vient pas par vengeance. Tout le monde est clair. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Je dis, il ne vient pas vengeance parce qu'il a menti. Il ment. Et je vais faire un débat que vous allez voir avec ces gars. Je me prépare. Il n'a qu'à déclarer la candidature, n'a qu'à être bien déclarée. Quand est-ce que lui a été contre la révision de la Constitution? Quand? Moi, j'ai défendu la révision de la Constitution. Il n'a qu'à me dire quand, lui, il a été contre la révision de la Constitution. Je le dis devant... Vous voyez que j'ai raison, nous avons raison en disant que le spectre... Pas le spectre, pas du tout. On a parlé des opérateurs économiques en général, mais moi, stigmatiser... Je dis c'est le plus qui s'est annoncé et celui qui, bien sûr, dans la candidature, est du mensonge. Je l'ai dit, c'est du mensonge. Et lui, c'est l'exemple pour les autres. Quand vous allez me parler des autres aussi, je vous dirai que c'est du mensonge. Et je vous ai dit, en gros, que c'est des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Nous espérons tenir ce débat contradictoire ici même à Eden TV. Ce sera un vrai plaisir. Mais demandez aux attention, dites-leur que je serai là et dites-leur que c'est clair que je suis disponible. Et ils n'ont qu'à aller chercher les candidats. Nous, on va discuter. Ils l'entendent. Ils n'ont qu'à venir pour qu'on Parlons maintenant de notre sujet, celui sur lequel vous aurez peut-être un peu moins de verve. Nous parlons de la Sonacop. La Sonacop qui va... Pourquoi j'aurai moins de verve? Parce que la Sonacop va mal. La Sonacop va tellement mal que cela fait plus d'un an que vous avez la charge de la gestion de la Sonacop. Quel bilan pouvez-vous faire vous-même de cette gestion? Pas plus d'un an. Je ferai un an le 20 novembre prochain. Le 20 novembre, c'est dans quelques jours. Et vous qui avez la torche pour illuminer... Vous avez dit plus d'un an. Près d'un an. Près d'un an. Très bien. Disons la vérité. Correction. D'accord. Voilà, les consommateurs ont leur torche, mais ils ont du mal à trouver le carburant. Oui, il faut vous dire simplement que les consommateurs n'ont qu'à se rappeler. Moi, j'ai pris une société avec moins de 19 milliards de fonds propres. Et pourquoi vous avez accepté attendez, de prendre la gestion de société parce que j'ai une vision
et je l'ai mis à la disposition de la Sonacop, le plan stratégique de redressement de la Sonacop. J'ai une vision claire. Je suis venu, je l'ai écrit, c'est adopté par un séminaire gouvernemental et je suis capable. On ne va pas faire la publicité toutes les dispositions sont en train d'être prises. Ce qui nous intéresse, c'est la situation actuelle. Les consommateurs ont besoin de carburant. C'est ce que je vous dis. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ce plan soit mis en exécution dans son entièreté. Donc, je vous dis simplement, ce n'est pas moi le problème de la Sonacop. Moi, le problème de la Sonacop, je l'ai pris à moins de 19 milliards. La Sonacop a 6,7 milliards de dettes en ticket valeur. C'est moi qui l'ai fait. C'est déjà avant moi. La Sonacop a 42 milliards de dettes envers ses fournisseurs. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est la Sonacop. C'est ce que j'ai hérité. Et j'ai, moi, dans le sens républicain, le chef de l'État, ayant confiance en moi, a dit, vas-y pour redresser. Et ce que je dois faire en tant que manager. Les chiffres aujourd'hui, quels sont-ils? Qu'est-ce qui a changé? Nous avons évolué de moins 19 milliards, je suis à moins 10 milliards aujourd'hui. Mais ce n'est pas un effort. Quand tu es dans le négatif, ce n'est pas la peine de venir en parler. Quand tu es dans une société, tu es dans le négatif, comment tu veux en parler? Tu n'as même pas encore le capital, tu viens en parler, c'est pourquoi je n'en parle pas. J'ai bien sûr les moyens pour parler et je suis dans un système stratégique. J'ai des concurrents. Oris est mon concurrent, BP est mon concurrent. Tout ce que vous avez là, c'est des concurrents. Je ne viendrai pas exposer ce plan ici pour qu'ils aient ma stratégie pour me combattre. Moi, je suis dans une logique et je vous rassure pour une chose, c'est que les efforts sont faits, les réformes sont mises en place pour que nous puissions aboutir. Et moi, d'abord, c'est la gestion, la systématisation du contrôle. J'ai aujourd'hui un système de contrôle interne efficace. Nous avons demandé qu'il y ait des auditeurs, qu'il y ait aujourd'hui le commissariat aux comptes de la Sonacop. Je remercie le gouvernement parce que depuis 2004, les comptes de la Sonacop n'ont plus été certifiés par les commissaires aux comptes. Vous imaginez? Et j'ai demandé avec insistance. Le chef de l'État m'a écouté. Nous avons aujourd'hui les commissaires aux comptes pour permettre à ce que nous ayons un système de contrôle efficace. Et je pense que cela se fait. Nous avons un système d'approvisionnement adéquat qui permet aujourd'hui d'avoir un approvisionnement dans le bon sens. J'ai un système aujourd'hui d'achat du produit qui est totalement déconnecté du marché public. C'est une avancée terrible. J'ai un projet d'aménagement de mes dépôts qui commence à partir de janvier, qui permet alors que j'ai des compteurs à l'entrée, à la sortie de mes dépôts et permettent d'avoir un jauge électronique. D'avoir un système anti-incendie efficace. Vous avez une série de projets. Donc, quelle réponse aujourd'hui pour les consommateurs? Ces projets sont là et qui iront. La souffrance va-t-elle durer encore très longtemps? Les populations n'ont qu'à se calmer. Pour que nous puissions nous en sortir, il faut que je quitte la tiers détention avec la banque. Il faut que je quitte la tiers détention avec la banque. La tiers détention, c'est quoi? C'est clair, il faut dire à l'ancien directeur, il est à Caveni. C'est lui qui a mené la société en tiers détention. Puisqu'il est dans l'opposition aujourd'hui, il n'a qu'à venir s'éclairer. C'est lui qui a mené la société en tiers détention. Le capital de la société a disparu. Donc la société n'a plus un franc de capital, donc elle n'a plus rien pouvant permettre de faire face aux engagements. Donc on ne peut plus payer de produits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que Ecobank, une banque de la place, qui a dit, je vous accepte, je vous donne, je vous crée une ligne de crédit et vous payez les produits. Mais quand vous payez les produits, ces mêmes produits, puisque ce n'est pas votre argent, je vous donne une partie. Quand vous vendez, vous me faites le point, je vois combien vous avez amené et après je vous donne encore la partie correspondante. Ce qui fait que sur les stations, quand nous avons des produits, nous vendons là maintenant, nous allons prendre le point, et nous allons aller faire le point avec Ecobank, avoir un compte contradictoire, avant qu'on étudie, leur structure étudie, et pour dire que ce que vous avez vendu, nous avons pris tel risque, nous allons maintenant vous relâcher une partie. On ne relâche pas alors, les relâches ne sont pas proportionnels aux demandes, mais les relâches sont proportionnelles à la capacité d'espèces que nous avons amenées à la banque. C'est ça le problème. Et j'ai dit, dans mon plan, la première chose, c'est de quitter cette tiers détention. C'est-à-dire, c'est pas... Comment en est-on arrivé à cette tiers détention? Il faut demander. Quelles sont les raisons qui ont... Ce n'est pas moi, ça veut dire que le capital a disparu. Le capital a disparu. Est-ce qu'il existait un capital puisque la société n'était pas en tiers détention, en tout cas, que je sache, avant que lui ne quitte. Mais la société est en tiers détention que moi j'ai pris. C'est les questions que vous devez poser. C'est ceux-là qui sont les problèmes de la Sonacop. Que doit faire... Donc, ça veut dire que moi, je suis venu pour résoudre. Et je suis en train, j'ai trouvé aujourd'hui. On a compris qu'il y a un certain nombre de mesures mises en place. Les mesures qui sont en place, nous avons un système d'approvisionnement. Aujourd'hui, ceux qui détiennent les tickets valeurs, que doit-il faire? Il faut les protéger. Jusqu'à quand? Il faut protéger ceux qui ont ces tickets valeurs. Jusqu'à quand? Je dois les protéger et je reviendrai vers vous dans très peu de temps pour protéger. Les tests sont au niveau du gouvernement puisque c'est une société où l'État est le seul actionnaire et qui est le plus gros client, puisque mes produits sont consommés à 52% par l'État. Donc quand je vends pour 100 francs, l'État a 52 francs dedans.
comme client. Alors, je suis collé à l'État. Et ce que je dis, l'État, la première action que je dois mener, c'est de protéger ceux qui ont les tickets valeurs. Mais est-ce que les tickets valeurs ne sont pas également un problème pour la Sonacop? Non, ne sont pas un problème pour moi. Les tickets valeurs ne sont pas un problème parce que c'est la source, bien sûr, la première source de vente. Ce n'est pas un problème. C'est la gestion des tickets valeurs qui n'est pas bien pensée. Et qui fait plutôt que cette source de crédit est devenue pour moi un problème. Ce que j'inverse maintenant. J'inverse et je dois faire en sorte qu'il y ait une bonne gestion pour que les tickets valeurs ne soient pas un problème. Moi, je dois faire en sorte que les tickets valeurs puissent s'approvisionner dans de très bonnes conditions. C'est mon objectif. Et pour que j'y parvienne, il ne faut pas que je sois en pièce de détention. Il ne faut pas qu'on me libère un peu de produits, on me libère un peu de produits, il faut que le produit soit en permanence. Donc je dois avoir une source d'approvisionnement cohérente qui m'apporte plus de crédit. Je suis aujourd'hui à 16 milliards de lignes de crédit. Je veux aller à près de 40 milliards de disponibilité. Et c'est ça qui me permettra de m'en sortir. Et je dois moderniser le système de ticket valeur de manière à ce que celui qui a son ticket valeur ait l'assurance qu'en allant au niveau des stations, j'aurai mon produit. Donc, le temps passe très vite. Monsieur Irénée Agossa, on va consacrer un autre plateau, je ne peux plateau que vous dire spécial. Simplement ici que je rassure mes clients. Voilà. Je rassure tout le monde que les dispositions sont en train d'être prises. Nous n'allons pas exposer on va consacrer un plateau spécial. Une stratégie pour la Sonacop, mais je rassure que mon objectif est de faire en sorte que la Sonacop puisse être encore la Sonacop d'antan et qu'elle ne soit pas capable, d'apporter ce qu'il faut. On n'aura pas le temps sûrement d'opiner sur la HAC, mais on va prendre votre avis sur les dernières attaques enregistrées en France. Quelques mois après l'attaque de Charlie Hebdo, les djihadistes ont promis revenir. Ils sont revenus frapper la France au plus profond de son âme. Oui, c'est triste. Il faut compatir et soutenir le peuple français et soutenir tous les peuples démocrates qui sont face, bien sûr, à cette horreur et cette animosité qui anime certains hommes et qui pousse vraiment à des choses que la pensée humaine ne peut pas vraiment analyser et comprendre. On ne peut pas comprendre cette méchanceté gratuite, cette violence qui n'est pas explicable. On ne peut pas comprendre. Mais je veux dire simplement que c'est dans ce contexte que nous devons nous unir. Le peuple béninois doit prendre exemple sur ça, pour dire qu'il faut s'unir. Il ne faut pas détruire les institutions de la République. Il faut consolider les institutions de la République, car les ennemis ne sont pas seulement internes. Nous sommes dans un contexte international où les adversaires du processus démocratique sont non seulement internes, mais aussi externes. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour que cette culture démocratique, qui permet à chacun de s'exprimer, qui permet à chacun de vivre sa religion comme il veut, de vivre ses critiques comme il veut, d'être dans un système libre, puisse être perpétuée. Qu'on ne vienne pas vous tirer là-dessus ici parce que vous avez une opinion sur tel ou tel. Ça, nous devons défendre. C'est une valeur de notre civilisation. Et je pense que c'est à travers des institutions fortes, des institutions capables de nous conduire dans un système d'équité pour faire en sorte que notre démocratie tienne. Nous n'allons pas, bien sûr, regarder ces choses de la France et dire que ça se passe en France, ça ne se passe pas chez nous. Il faut prendre l'exemple de là-bas, compartir avec le peuple français et venir sur nous et prendre les dispositions de manière à ce que nous soyons nous aussi soudés. Soudés de manière à ce que les débats soient possibles en notre sein, mais que nous convergeons vers le développement de notre pays. Après 90 minutes d'émission, votre conclusion, monsieur? Ma conclusion est toute la satisfaction. Toute la satisfaction que j'ai eue avec vous. Et l'espoir que j'ai en ce pays. Et l'espoir que nous pouvons avoir en ce système démocratique qui a été conduit 10 ans avec une cohérence par le chef de l'État. Aujourd'hui, on va aux élections avec une liste incontestée. C'est une réussite de notre démocratie. Même si on dit qu'il ne faut pas le dire au chef de l'État, c'est une réussite de notre système. Nous sommes dans un système d'alternance régulière. Alors, il faut se réjouir. Il faut se contenter de ce qu'on a, continuer à renforcer notre système démocratique et aboutir à des résultats cohérents. Le Bénin est un pays d'exception. Et nous allons continuer à aller d'exception en exception et nous allons réussir notre développement. Nous avons un beau pays, j'y crois beaucoup, et je réassure et je rassure encore tout le peuple et je réintègre bien sûr notre volonté en tant que nationaliste. Kérékou doit être immortalisé dans toutes les grandes villes de notre pays. Avenue Kérékou à Natitengu, avenue Kérékou à Parakou, avenue Kérékou à Cotonou. Et le stade de l'amitié de Cotonou soit baptisé stade Mathieu Kérékou pour instaurer et imprimer dans la tête des jeunes
que dès qu'on est nationaliste et on a la volonté, cette humilité pour son pays, on peut être honorable. Monsieur Irénée Agossa. Merci donc Irénée Agossa. Après une telle conclusion de la part de notre invité, qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Nous avons parlé bien entendu du parti, le nationaliste et de son imbrication dans les forces Corée pour un Bénin émergent. Nous avons parlé du Dauphinat de 2016. Irénée Agossa est prêt à soutenir le candidat des forces Corée pour un Bénin émergent et il est persuadé de la victoire du candidat de cette famille politique qui donc gère le pays avec le président Boni Aï depuis maintenant 2006. Nous avons donc eu pour inviter ce jour le directeur général de la SONACOP qui n'a pas manqué de revenir sur les problèmes de la maison. Nous avons donc promis consacrer une émission entière à ce pan de l'actualité. Merci donc à vous d'être venu. Irénée Agossa. Merci à vous, à M. Irénée Agossa, de n'avoir pas marchandé votre disponibilité pour nous accompagner dans ce numéro de Dimanche Politique. Dimanche Politique, nous étions en direct également sur Diaspora FM 102.3, rediffusion de cette émission sur Diaspora FM ce soir, dimanche à 22h, dimanche 21h sur Eden TV, mardi 21h également sur Eden TV. On recevait pour vous M. Irénée Agossa. Il intervenait en tant que président du parti Le Nationaliste. À bientôt.